de la saison 2024-2027. Une nouvelle rencontre éclectique avec notre ami Philippe Olivier. Il m'est agréable d'excuser Mickaël Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, Carole Delga, président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Madame le professeur Ada Solbeck, président de l'Institut universitaire Maïmonide Averroès de Monaco, et saluer la présence de Charles Aby, président délégué de cet institut, ainsi que différentes personnalités ici présentes. C'est, je le disais, la dernière ligne droite de la saison. Philippe Olivier va ouvrir effectivement un cycle de 4 conférences plus passionnantes les unes que les autres. Elle va nous offrir un plateau de choix, car outre l'historien, musicien, musicologue Philippe Olivier, qui va présenter une belle communication inédite sur Arnold Schoenberg dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur, 1874-1951. Nous allons recevoir lundi l'un des plus grands spécialistes du Coran d'Islam, le professeur Mohamed El Yarmoezi, qui est d'origine iranienne, pour présenter l'ouvrage qu'il a co-dirigé, Histoire du Coran, contexte, origine, rédaction, qui est paru en 2022 aux éditions du CERF, une conférence qui devait intervenir initialement le 14 mai, qui a été reportée. 2 jours plus tard, une soirée consacrée aux justes parmi les nations, ces personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont tendu la main aux représentants de la loi mosaïque, ostracisés, persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Yvon Bertorello, qui est journaliste, ancien séminariste, diacre, a co-scénarisé une bande dessinée sur les justes parmi les nations dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez que, tout comme les Pyrénées-Orientales, la région de Nice, à proximité de l'Italie, a été une zone très très surveillée, et de nombreuses populations ont été cachées, juives ont été cachées à proximité de la ville de Nice, et un nombre non négligeable de justes parmi les nations ont été recensés. Donc il a publié cette belle bande dessinée avec l'aide du Comité français pour Yad Vashem. Il va venir nous la présenter. Et effectivement, enfin, nous clôturons cette belle saison qui s'est ouverte avec une table ronde interreligieuse par la présentation d'un ouvrage qui désormais fait référence. C'est l'histoire des Juifs en France qui est paru récemment à l'initiative de Jean-Luc Tabat, qui sera présent avec Julien Darmon, qui a co-dirigé avec Sylviane Goldberg ce monumental ouvrage que l'on doit à des universitaires, mais qui ont eu comme souci de vulgariser au grand public une présence bimillénaire, car vous n'êtes pas sans savoir que les Juifs sont consubstantiels de l'histoire de France, au moins depuis le 1er siècle de notre ère. Ce soir, nous avons donc l'honneur et le plaisir de recevoir à nouveau Philippe Olivier, qui est un habitué des cycles d'enseignement de l'Institut Maïmonide. Il était intervenu la saison dernière pour nous présenter la figure méconnue, en tout cas pour le grand public, de Jules Boucherie, violoniste virtuose et juste parmi les nations. Il ne se contentait pas de faire répéter à ses prestigieux élèves au CNSM gammes et arpèges et concertis les plus ardus, les plus techniques les uns que les autres, non sans avoir eu comme élève par exemple Davy Early, mais il a aussi offert une assistance aux petits élèves juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. C'était donc un violoniste virtuose et un juste parmi les nations. Il nous a présenté cette belle figure l'année dernière. Il m'est agréable de l'accueillir, honoré aussi qu'il m'ait proposé récemment d'écrire un article dans son volume de mélange qui lui a été consacré. Et je lui en sais gré. Je vais quand même vous le présenter, même si pour les habitués, vous avez déjà dû l'entendre. Il est né en 1952 et il est aujourd'hui l'un des meilleurs connaisseurs français de la vie musicale allemande entre 1933 et 1945. Période ô combien importante, comme au temps de la République démocratique allemande un peu plus tard. Il a publié une trentaine de livres, s'il vous plaît. Il est installé aujourd'hui à Berlin, une ville fascinante, une ville de culture. Il est notamment invité pour des conférences et des séminaires à l'Académie des arts de cette ville, à l'Académie supérieure de musique de Rostock, au Festival de Bayreuth, pour les amoureux de Wagner, à l'Institut universitaire juif Elie Wiesel de Paris, ou encore à l'Institut d'études politiques de l'Université de Strasbourg. Journaliste de formation, Philippe Olivier a exercé des fonctions professionnelles à Radio France, à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et au cabinet du maire de Strasbourg, sous Catherine Trottmann, où il fut en charge de la culture et de l'enseignement supérieur. Il fait aussi autorité dans le domaine des études
Wagner. Alors, 2024 est à l'initiative des autorités de son pays d'origine l'année du 150e anniversaire de la naissance du compositeur Arnold Schoenberg. C'est une figure novatrice majeure qui ne fut pas seulement exposée à l'antisémitisme autrichien-pervers. En 1933, quelques années après son installation à Berlin, Schoenberg s'enfuit en Allemagne car il était l'une des cibles célèbres des nazis. Et sûrement que Philippe va revenir sur cette période qui considérait les artistes juifs comme des dégénérés. Entartete Kunst. Il y a eu une belle conférence qui avait été proposée par René Curie il y a quelques années à Montpellier. La vie, l'œuvre, l'héritage d'Arnold Schoenberg, c'est tout de suite avec notre ami Philippe Olivier, que je remercie d'être venu de si loin dans notre belle ville de Montpellier. Merci Michael, bonsoir mesdames et messieurs. Comme Michael vient de le dire, avec Arnold Schoenberg, nous avons affaire évidemment à une figure immense. Il a été un réformateur considérable de la musique. Son langage musical est d'une immense complexité et étant donné que la complexité de ce langage musical, donc pour faire une tautologie, est énorme, il faudrait évidemment passer plusieurs jours à regarder ensemble des œuvres de Schoenberg et à vous guider dans un véritable dédale qui est celui de sa création musicale. Donc ce soir, ce ne sera pas le propos, parce que on se trouverait sur un terrain beaucoup trop spécialisé et je vais donc vous entretenir de Schoenberg vu non pas comme le Moïse de la musique, mais comme une sorte de Moïse de la musique et de la pensée musicale. Je commence par un paradoxe, et ce paradoxe est qu'en dépit de la célébrité mondiale de Schoenberg, on est aujourd'hui très loin de tout savoir sur lui, en particulier on est très loin de tout savoir au sujet de son existence. C'est seulement il y a quelques années que, par exemple, on a eu des informations sur son état de santé qui était très mauvais depuis l'époque où il habitait encore en Allemagne, et état de santé qui s'est détérioré à un point tel qu'il est mort en 1951 en Californie, puisqu'il avait fui l'Europe, comme Michael l'a dit tout à l'heure, il avait réussi à entrer aux États-Unis et il s'était installé en Californie avec sa femme et leurs 3 enfants. Alors, quand je dis sa femme et leurs 3 enfants, je dois préciser tout de suite sa femme, mais sa deuxième épouse et les 3 enfants de leur mariage, puisque dans une première union matrimoniale, quand il était encore en Europe, Schoenberg avait été le père de 2 enfants avec sa première épouse. Les enfants d'Arnold Schoenberg, qui sont, donc, je l'ai dit il y a quelques instants, au nombre de 3, sont 2 garçons et une fille, et ils sont toujours vivants aujourd'hui. Ils constituent une famille d'abord extrêmement sympathique, extrêmement ouverte, extrêmement attentionnée, et ils constituent une famille qui évidemment a particulièrement conscience de la grandeur de celui qui était son chef, mais une famille aussi qui a particulièrement conscience des questions de morale, puisque un des fils de Schoenberg est avocat. Il s'est spécialisé assez rapidement dans la question de la récupération des œuvres d'art qui avaient été spoliées par les nazis. Et le fils du fils de Schoenberg, donc le petit-fils de Schoenberg, qui se nomme Randolph, anagramme d'Arnold, puisque le prénom de son grand-père était Arnold, donc le petit-fils de Schoenberg, qui se prénomme Randolph, a ces dernières années mené un combat très douloureux contre la République autrichienne pour récupérer une œuvre de Klimt, qui donc aujourd'hui est enfin entre les mains des héritiers de son détenteur légitime, qui avait été privé de cette œuvre à Vienne en mars 1938, dans des circonstances, hélas, qu'il est inutile de rappeler. Il faut savoir aussi, parce que la
figure de Schoenberg a un côté très austère. C'est un législateur, pourrait-on dire, de la musique. Il faut savoir aussi que cet homme avait l'air extrêmement austère et qui apparemment n'avait pas d'humour si on en juge des photos qu'il représente. Cet homme pour lequel le sourire c'était quelque chose de difficile, cachait bien son jeu, puisqu'il y a des photos par exemple où on le voit en train de rire à gorge déployée avec le grand pianiste Arthur Schnabel, un autre exilé aux États-Unis. Et donc cet homme austère avait des passions extra-musicales tout à fait particulières, sinon étonnantes quand on considère sa musique. Il était par exemple un joueur passionné de tennis, et il y a des petits films d'amateurs qui le montrent en train de jouer au tennis en Californie avec deux partenaires. L'un se nommait George Gershwin et l'autre se nommait Igor Stravinsky. Il faut savoir aussi que Schoenberg adorait jouer aux cartes, aux échecs. Il adorait s'amuser avec ses enfants lors de parties de Monopoly. Et il s'est amusé, je parle de Schoenberg bien sûr, à fabriquer lui-même des jeux de cartes et toutes sortes d'objets donc utiles à la vie familiale. Donc c'était un très bon père de famille, un homme joyeux, et j'insiste sur le contraste qu'il y a entre la réalité de sa vie quotidienne et sa personnalité absolue et l'image qu'il donnait déjà physiquement et l'image aussi qu'on peut avoir de sa musique si on n'a pas été initié comme il se doit à celle-ci. En tout cas, donc, Arnold Schoenberg n'était pas Job, poursuivi par son ulcère et ayant perdu, comme vous savez, ses enfants dans l'effondrement d'une maison. Au contraire, il avait créé en Californie une maison tout à fait chaleureuse. Je vais articuler mon propos aujourd'hui autour de deux axes qui seront respectivement Arnold Schoenberg et Vienne, l'inévitable Vienne, quand on s'occupe de toutes ces questions de la culture de l'Europe centrale, et la deuxième partie sera un survol des relations entretenues par Arnold Schoenberg avec le judaïsme. Je dis bien un survol puisque les relations entre Schoenberg et le judaïsme sont justiciables, si je peux m'exprimer ainsi, d'un beau colloque de 2 voire 3 jours. Alors, Vienne et Schoenberg, Schoenberg et Vienne. Je n'apprendrai à personne dans cette salle ce soir que la capitale de l'Empire austro-hongrois est, au moment où Schoenberg vient au monde, donc en 1874 et dans les décennies qui vont suivre, à la fois un sanctuaire majeur de la culture, plus particulièrement un sanctuaire majeur de la musique, et en même temps, hélas, un temple d'un antisémitisme récurrent ayant eu les conséquences que l'on sait. Donc, on est dans une ville qui est une capitale de la musique, une capitale de l'opéra, mais on est aussi dans un univers où tout finalement se trouve scénographié, pour le meilleur, comme pour le pire. En effet, le maire de Vienne, entre 1897 et 1910, va être un personnage sinistre, répondant au nom de Karl Lueger. Ce Karl Lueger, que Hitler considérait comme l'un des plus grands maires de tous les temps, ce personnage absolument sinistre et terrible, était animé par un antisémitisme, je ne dirais pas pathologique, mais pas loin. Bon, là, il faudrait faire parler des psychologues et des psychiatres, c'est encore un autre sujet. Et ce Lueger, donc, avait été en particulier, pour vous donner un exemple qui se rapporte à une personnalité très célèbre, ce Lueger avait été l'artisan de l'éviction de Gustav Mahler de la direction de l'opéra impérial et royal de Vienne. Théâtre que nous appelons aujourd'hui tout simplement l'opéra d'État de Vienne. Donc c'est Lueger qui avait organisé et orchestré, c'est-à-dire malheureusement, des intrigues contre Gustav Mahler pour qu'il soit exclu donc, de la direction de l'opéra de Vienne. Micro, excusez-moi, il ne marche pas. Ben, écoutez, s'il ne marche pas, c'est pas ma faute. Hein. On peut le rapprocher. Voilà, comme ça. Bon. Alors, donc Lueger avait tout fait pour que Mahler quitte la direction de l'opéra de Vienne. Il y était parvenu, mais comme la gloire de Mahler en 1910 était déjà
déjà universel, Mahler était parti à New York, où il avait reçu la direction de l'orchestre philharmonique de la même ville. Malheureusement, il est mort un an plus tard, à l'âge de 51 ans, et donc tout s'est arrêté. Alors, Schoenberg vient d'une famille de commerçants de la Josefstadt, qui est le quartier traditionnel juif évidemment ashkénaze de Vienne, et il vient d'un milieu qui n'est pas très observant. Et comme il vient d'un milieu qui n'est pas très observant, il ne veut pas être confronté rapidement à l'antisémitisme autrichien, enfin austro-hongrois à l'époque récurrent. C'est seulement en 1925, donc il y a déjà un certain nombre de décennies derrière lui, que Schoenberg va voir ce que c'est que l'antisémitisme en passant des vacances estivales dans une station au bord d'un lac en Autriche. Et là, il va être confronté pour de bon à l'antisémitisme. À ce moment-là, Schoenberg est en train de vivre sa dernière époque viennoise, puisqu'il est appelé à Berlin. En effet, après la proclamation de la République allemande, de la première République allemande en novembre 1918, la République dite de Weimar avait décidé de mettre en place un programme culturel populaire considérable et avait pris la décision d'inviter de très grands artistes ayant déjà une réputation internationale à s'installer à Berlin, en particulier pour enseigner le piano, ça va être le cas d'Arthur Schnabel, ou encore la composition avec Arnold Schoenberg. Et donc Schoenberg va partir en 1925 à Berlin. Il est appelé à diriger la classe de composition de l'Académie prussienne des arts et il succède à cet égard à un compositeur et un pianiste fameux qui n'est autre que Ferruccio Busoni. Et comme Busoni est déjà considéré, à juste titre d'ailleurs, comme un moderne qui ne respecte pas les règles traditionnelles, Schoenberg va continuer évidemment sur cette lancée, puisque en 1925, Schoenberg est déjà un compositeur dit d'avant-garde. Il a déjà derrière lui une œuvre phare à laquelle on fait toujours beaucoup référence aujourd'hui, qui s'appelle le Pierrot lunaire. Et durant cette année 1925 va malheureusement paraître le premier volume d'un livre qui s'intitule Mein Kampf. Et dans la presse allemande, non évidemment respectueuse de la social-démocratie représentée en grande partie, pas totalement, mais en grande partie par la République de Weimar, on va dire qu'il est temps que grâce à ce Mein Kampf, un homme va enfin sortir l'Allemagne des ténèbres et de la misère dans laquelle elle se trouve, et cet homme aussi va aider à se débarrasser de musiciens et de compositeurs qui sont dangereux puisqu'ils sont anti-allemands. Sur la liste figure évidemment Arnold Schoenberg, et sur la liste figure aussi un de ses élèves, dont vous connaissez le nom, il s'agit d'Alban Berg. En 1925, donc, année d'installation de Schoenberg à Berlin, année de l'apparition du premier tome de Mein Kampf, a lieu à l'Opéra de Berlin la création mondiale d'un ouvrage qu'on joue toujours aujourd'hui. Il s'agit du Vote sec d'Alban Berg. Et à ce moment-là, la presse qui est opposée à la musique moderne et qui de toute façon est une presse ultra-conservatrice, antidémocratique, anti-moderniste, va dire que, je cite un article, messieurs Berg et Schoenberg sont les empoisonneurs des fontaines de la musique allemande. Or, nous tombons évidemment sur cette métaphore terrible qui est d'actualité et qui court depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire l'empoisonnement des puits. Bon, il est inutile d'entrer dans des considérations détaillées sur ceci, c'est un thème que nous connaissons. Schoenberg voit aussi, à l'exemple de Gustav Mahler surtout, que quand on est à Vienne, donc j'ai fait un retour à Vienne, le seul moyen de faire une vraie carrière dans le domaine de la musique, puisque à ce moment-là, les emplois universitaires sont quasiment fermés aux juifs, un des seuls moyens pour faire carrière de la musique, comme l'a fait Gustav Mahler, c'est de se convertir au christianisme et plus
va vers le christianisme par une conversion, mais il ne se convertit pas au catholicisme, qui évidemment est triomphant en Autriche à cette époque. Il se convertit au protestantisme. Autrement dit, issu d'une minorité, même s'il vient d'une famille qui n'est pas observante, il va entrer dans une autre minorité parce que, sans faire de la pathética, être protestant en Autriche à cette époque-là, ce n'était pas très confortable. Alors c'était relativement plus confortable que d'être juif, mais ça n'était quand même pas très confortable. Et c'est seulement en 1933, quand il s'est enfui d'Allemagne, quand il s'est arrêté pendant plusieurs mois à Paris, quand il a passé des vacances d'été à Arcachon, quand il est ensuite revenu à Paris avant de prendre un backroom qui va le conduire à New York, c'est seulement à ce moment-là qu'il va revenir au judaïsme. Et il va revenir au judaïsme lors d'une cérémonie qui aura lieu à Paris, en la synagogue de la rue Copernic. Un des témoins de la cérémonie, qui a signé évidemment comme le rabbin qui a accueilli la cérémonie, l'acte officiel, acte qu'on voit aujourd'hui au centre Arnold Schoenberg de Vienne, un des témoins du retour d'Arnold Schoenberg au judaïsme est un peintre intéressant, c'est un nommé Marc Chagall. Donc, Schoenberg revient au judaïsme dans une perspective qui, de mon point de vue, je détaillerai ces questions tout à l'heure, est beaucoup plus sur le terrain de la tradition, sur le terrain de la morale, sur le terrain des sciences morales que sur le terrain de la religion. Et de toute façon, quand j'ai prononcé le nom de synagogue de la rue Copernic, nous avons tous perçu, bien entendu, dans quelle orientation du judaïsme Schoenberg se trouvait, et cette orientation vers le judaïsme libéral va s'accentuer quand il sera installé aux États-Unis. Alors, Schoenberg, derrière ce côté de statut considérable, de géant de la musique qu'il est un personnage tout de même paradoxal, puisqu'il est proche du judaïsme libéral, et dans le domaine des idées politiques, il a une attitude autre. Il souffre beaucoup à partir de la mort de François-Joseph et à partir de la dissolution de l'Empire hongrois en 1918-1919. Il souffre beaucoup de la disparition de l'Empire austro-hongrois, qui est un ordre européen nouveau, mais en même temps, tout en étant partisan de l'ancienne monarchie des Habsbourg-Lorraine, il est très très attiré par la social-démocratie. Il y a aussi un autre paradoxe, c'est que dans les années qui vont suivre sa mort, survenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1951, on va s'intéresser très très peu à Schoenberg en Autriche. D'abord parce que malheureusement, il y a eu à partir de mars 1938 l'éradication du judaïsme viennois et a fortiori autrichien. Et il va y avoir, si je peux m'exprimer ainsi, dans la vie musicale de Vienne, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de véritables poches de résistance, des poches d'hostilité à Schoenberg, alors qu'à ce moment-là, il est une gloire universelle. Par contre, à cause des événements historiques, les élèves compositeurs de Schoenberg se sont disséminés un peu partout dans le monde. Ils ont eu les mêmes instincts que lui, ceux qui ont pu fuir l'Autriche de la Palestine seconde. Et parmi ces élèves, il y en a un qui a été l'ambassadeur de Schoenberg en France, Max Deutsch. J'ai eu la chance extraordinaire de connaître Max Deutsch quand j'avais 25 ans. Et je ne dis pas ça par vanité, par fierté, parce que j'ai vu un élève de Schoenberg. Bon. Ça n'était pas. Et ce Max Deutsch va lui-même former un certain nombre de compositeurs. Et Max Deutsch, qui était un personnage hors du commun, qui était en France depuis 1925-1926, avait gardé un extraordinaire accent viennois. C'était absolument fascinant de discuter avec lui. Il me racontait qu'il avait vu diriger Gustav Mahler, il me racontait ses classes de composition avec Schoenberg, et il me racontait
aussi, comme il a raconté à d'autres, que dès 1934, voyant la situation générale de l'Europe, et puis aussi mû par le ressentiment légitime à l'égard de ce qu'il avait vécu en Autriche, dès 1934, il avait commencé à développer dans sa correspondance des idées pour la création, tenez-vous bien, d'un parti juif unifié. Ce qui était une gageure, puisque chez nous en Alsace, on dit que là où il y a deux juifs, il y a trois synagogues. Non, non, chacun parle avec son terroir. Il s'est beaucoup documenté à ce moment-là, il a beaucoup lu. Il a évidemment lu les textes de Martin Buber, aussi en français, et puis aussi, évidemment, il a parcouru de manière abondante les textes de Theodor Herzl, journaliste d'origine hongroise qui, évidemment, était, nous le savons tous, dans ce creuset de Vienne pendant l'époque, évidemment, qui précéda la mort du même Herzl. Et ce qui est évidemment absolument fascinant, mais ça c'est la névrose des historiens de la musique, c'est que quand on lit le roman, parce que Herzl a écrit un roman dans lequel il raconte la vie telle qu'elle devrait être en Palestine, dans le futur État d'Israël. Donc il a écrit un roman, je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, de vous le procurer, c'est absolument passionnant. Il raconte l'histoire d'une famille qui vient d'Europe, qui s'installe là, et il décrit même la vie musicale. Il explique qu'il y a un orchestre, un opéra, il donne les titres des opéras qui sont joués. Évidemment, Herzl ne pouvait pas, à ce moment-là, il est mort, je crois, en 1905, Herzl. Il y a 42 ans. Oui, voilà. Bon. Donc, en 1905, Schoenberg était trop jeune, et donc Herzl ne pouvait pas imaginer la révolution musicale donc, à laquelle procéderait Arnold Schoenberg. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Autriche est occupée par les puissances victorieuses, alors que l'Autriche est occupée par la France, par le Royaume-Uni, par l'Union soviétique, alors que l'Autriche ne sait pas à quelle sauce elle sera accommodée, puisque c'est seulement 10 ans après la fin des hostilités, en 1955, que par la signature de ce que l'on appelle le Staatsvertrag, c'est-à-dire le traité d'État, l'Autriche va retrouver son indépendance et sa souveraineté nationale. Donc à ce moment-là, on ne veut pas entendre parler de Schoenberg, on ne veut pas entendre parler de ses deux disciples Alban Berg et Anton Weber. Et c'est seulement des décennies après que l'Autriche va commencer à considérer que dans le cadre de son économie touristique, il est bon évidemment de valoriser les artistes plasticiens de la sécession, mais qu'il serait judicieux aussi de valoriser certains de ces musiciens dits compositeurs dégénérés, dont on n'a pas voulu et auxquels on a fermé de manière déterminée un accès à la salle dorée du Musikverein, donc de Vienne, qui est l'archétype de la grande salle de concert symphonique dans le monde, avec Carnegie Hall, par exemple, ou bien la salle de la Philharmonie de Berlin. Et donc là, il y a cette espèce de caractère autrichien très très particulier qui va se développer. Tout d'un coup, on va trouver des vertus exceptionnelles à la musique de Schoenberg. Alors, je pense que je ne suis pas très objectif dans la mesure où vous verrez en moi, vous voyez en moi le petit-fils d'une dame qui s'est sauvée de Vienne en mars 1938. Et ma grand-mère, tellement amère dans l'expérience évidemment que la sienne, m'a élevé dans une distance manifeste à l'égard de l'Autriche, même s'il s'agit d'une partie importante de notre histoire familiale. Bon, voilà. Mais on voit bien qu'il y a un savoir-faire sucré, agréable, mais dans lequel il y a toujours quand même un petit peu de poison. Enfin, il y a quelque chose. Et donc, voilà que au milieu des années 90, les autorités autrichiennes apprennent que la bibliothèque musicale, la bibliothèque littéraire et
les meubles qui garnissaient la maison d'Arnold Schoenberg en Californie vont être vendus. Donc, l'ambassadeur autrichien aux États-Unis reçoit des instructions très très précises de Vienne. Ce serait bien, dans le cadre de nouvelles politiques culturelles, d'essayer de faire revenir en Europe ces objets, les manuscrits, les peintures, puisque vous savez que Schoenberg était également peintre. Et donc, on va y arriver. On va tellement bien arriver que tout va être transporté à Vienne et qu'on va même, je vous conseille, si un jour vous allez à Vienne visiter le centre Arnold Schoenberg, on va même ramener le mobilier du bureau d'Arnold Schoenberg, et vous pouvez voir aujourd'hui à Vienne, dans le centre Arnold Schoenberg, une pièce qui est la reconstitution du bureau du compositeur avec sa table de travail, ses crayons, ses étais crayons, et puis toutes sortes d'engins qu'il avait inventés pour avoir une vie confortable dans son travail. Alors, le centre va être inauguré en 1998, en très grande pompe, et il va avoir, à côté des 3 enfants du compositeur dont je vous ai parlé, il va avoir 2 parrains à tout le moins prestigieux. Il y a d'abord le chef d'orchestre italien Claudio Abbado, qui est un grand spécialiste de la musique post-romantique viennoise et aussi forcément de Schoenberg. Et puis, il va y avoir un deuxième personnage de grande envergure qui sera aussi le parrain, en quelque sorte, du centre Arnold Schoenberg. Ce sera Pierre Boulez. Boulez, vont bénir cette institution qui, évidemment, existe toujours, qui est très fortement dotée par l'État autrichien, et c'est bien, qui organise des concerts et qui se trouve dans un magnifique palais dont le propriétaire, au travers d'une société civile immobilière, est un chanteur du nom de Placido Domingo. Bon, mais ça c'est une autre affaire. Alors vous voyez que ces relations avec Vienne ne sont pas simples, et puis ces relations évidemment vont poser question, puisque après la mort de Schoenberg, ses enfants vont se demander si sa dépouille doit rester aux États-Unis, en espèce en Californie, ou bien si on doit la transporter en Autriche. Et finalement, au milieu des années 70, les restes de Schoenberg vont être ramenés à Vienne. Il y aura évidemment une cérémonie solennelle et il sera ces restes sont aujourd'hui dans le cimetière des compositeurs de Vienne et sa tombe est régulièrement fleurie, même si évidemment apporter des fleurs ne correspond pas aux traditions du judaïsme. Et ça, c'est un autre sujet. Petite pièce. Voilà. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé de ce soir, donc Schoenberg et le judaïsme. Alors là, nous avons affaire à un sujet qui est tout à fait passionnant et qui fait apparaître également une certaine forme de paradoxe. Nous voyons que l'organisation intellectuelle, l'organisation mentale d'Arnold Schoenberg fait honneur de la tradition de la pensée et de l'étude dans le judaïsme. Par contre, quand on quitte le domaine de l'abstraction, on voit que, et vous l'avez déjà supposé tout à l'heure, on voit que dans le domaine de la pratique, on est sur une situation évidemment tout à fait différente, puisque cette pratique a été aussi influencée par les décennies qu'il a passées dans le cadre de l'Église protestante. Bon, alors, s'il avait été converti au catholicisme, il aurait évidemment, par définition, quelque chose de tout à fait différent. Et on sait très bien que les protestants, pour faire le code cahier, sont beaucoup plus proches de la Torah
Alors, Schoenberg, réfugié aux États-Unis, donc à partir de 1933, va avoir un comportement qui dénote une pratique du judaïsme qui, j'ai déjà dit, n'est pas très observante. On peut dire qu'il est un juif de Kippour et, paradoxe, il va envoyer ses 3 enfants, il va inscrire ses 3 enfants dans une école privée catholique en Californie. Je précise aussi que la deuxième épouse du compositeur n'est pas juive et que, évidemment, par rapport au loi rabbinique, donc ses enfants ne sont pas juifs. À côté de cette forme d'intérêt vraiment relatif par rapport à la pratique religieuse, s'établit, et c'est encore un paradoxe, va s'établir un sionisme absolument ardent. Alors, il a été nourri évidemment au lait de Theodor Herzl. Il a assisté, à la catastrophe que l'on sait, et il fait partie évidemment de ceux qui considèrent qu'après ces calamités indescriptibles, la proclamation et la mise en place d'un État sont des nécessités impératives. Il y a un aspect à cet égard qui n'est pas très connu, c'est que au moment où il a été question de donner un premier président à l'État d'Israël en 1948, après que Ben Gourion était président de l'État pendant 2 jours, après que Ben Gourion a été président de l'État pendant 2 jours, on a considéré qu'un certain nombre de personnalités pourraient devenir président de l'État. Alors on a pensé à Einstein, c'est bien que c'est Weizmann qui est devenu le premier président de l'État, mais ce qu'on ne sait pas, et ça on le voit en regardant des lettres qui n'ont pas été publiées, qui sont à Vienne à l'Institut Schoenberg, c'est que Arnold Schoenberg avait été approché pour devenir éventuellement président de l'État d'Israël. Alors, ces opérations-là, vous le savez, sont très complexes. Faire une liste municipale, c'est déjà quelque chose de complexe. Alors, envisager un dispositif officiel et protocolaire dans un État nouveau, tellement composite par l'origine de ces enfants, c'est très difficile. Et Schoenberg va néanmoins faire savoir qu'à cause de son état de santé qui n'est pas bon, on ne peut pas avoir cette idée, si tant est que ce soit possible d'arriver à quelque chose de concret, mais par contre, il va aider d'une façon très approfondie dans la mesure où on va lui demander d'établir le cursus de l'enseignement supérieur musical en Israël. Et aujourd'hui encore, donc près de bientôt 80 ans à la naissance de l'État hébreu, aujourd'hui, le cursus d'enseignement supérieur musical de l'Académie Rubin est celui qui a été développé et préconisé par Schoenberg à l'époque. Une prestigieuse école supérieure de musique au monde. Absolument. Donc, il n'y a pas de hasard. Alors, dans ce survol, je dis bien que c'est un survol, je le confirme, parce que tout ça, évidemment, nécessiterait beaucoup plus de temps. Dans ce survol des relations de Schoenberg avec le judaïsme et sa tradition, il est important de noter qu'il va commettre au moins, si on adopte ici un point de vue très strict, il va commettre au moins déjà une transgression, puisque il va faire de la peinture. Or, les commandements sont formels sur le sujet de la peinture. Il va faire de la peinture, il va même peindre en 1911 un tableau qui s'intitule L'enterrement de Gustav Mahler.
Et quand on voit ce petit tableau, on est saisi par l'austérité de la cérémonie. Là, le judaïsme parle d'une façon tout à fait claire. Dans un registre plus, on va dire, plus détendu, Schoenberg aussi a un véritable esprit qui est celui de la Mishpacha. À partir du moment où il considère que ses élèves en valent la peine, il les intègre dans un groupe qui relève quelque part de la Mishpacha. Et quand je dis que ce groupe relève quelque part de la Mishpacha, il emmène par exemple ses élèves Alban Berg et Anton Weber en vacances. Mishpacha, dans le yiddish, c'est la famille. Oui, voilà, la Mishpacha, voilà, excusez-moi. Donc, là, il y a quelque chose de Mishpachek, qui est entre guillemets clanique. Je nuance le propos en disant aussi que le monde des musiciens et des familles musiciens, que ce soit des familles cellulaires, si je peux m'exprimer ainsi, mais des familles étendues, ont quelque chose aussi de clanique. Ça, c'est une donnée fondamentale, mais tout de même, puisqu'il va par exemple aux États-Unis protéger un de ses gendres, Félix Greisler, qui est un de ses élèves. Ce Greisler n'est pas juif, comme Berg ou bien Webern, mais il va vraiment le protéger d'une façon tout à fait sérieuse, puisque ce Greisler va faire une belle carrière de chef d'orchestre et d'éditeur de musique aux États-Unis. Autre aspect qui est intéressant dans ce rapport avec le judaïsme, Schoenberg n'est pas au nombre des ballets bâtis. Ça, c'est clair. D'abord parce que sa vie aux États-Unis, au point de vue économique, va être très difficile. N'oubliez pas que Schoenberg, qui gagnait déjà pas mal d'argent en droit d'auteur, jusqu'en 1933, quand il y avait des exécutions de ses œuvres en Allemagne, et puis après en Autriche à partir de 1938, on va voir sa musique interdite, et à partir du moment où les œuvres des compositeurs ne peuvent pas être jouées en public, ne peuvent pas être publiées, ne peuvent pas être enregistrées, eh bien, il n'en caisse plus un centime. Ensuite, la législation sur le droit d'auteur aux États-Unis n'est pas la même qu'en Europe. Donc, il va se trouver face à des situations, à des difficultés matérielles importantes, pas considérables, mais importantes, et ce qui va le sauver, évidemment, ce sera l'enseignement de la composition, puisqu'il est un des grands formateurs de la génération des compositeurs américains, nés aux alentours de 1910-1920. Par exemple, John Cage a été un disciple de Schoenberg. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il lui a appris, parce que quand on écoute la musique de John Cage, ce n'est pas tout à fait du Schoenberg. En tout cas, on sera d'accord sur le fait que ce n'est pas, du Brahms. Et les Schoenberg vont vivre comme une famille américaine de la middle class, mais ils vont vivre en faisant toujours très attention. Quand il y aura de gros ennuis de santé, et comme vous savez qu'il n'existe pas de système de sécurité sociale aux États-Unis comparable aux nôtres, ou en tout cas à ce qui existait en Europe, c'est un ami répondant au nom de Thomas Mann qui va couvrir ses dépenses de santé. Et au moment des obsèques d'Arnold Schoenberg, eh bien, il n'y aura pas d'argent pour faire face aux dépenses suscitées par la cérémonie, et c'est à nouveau Thomas Mann qui va aider la famille Schoenberg. Alors que le compositeur, même s'il n'est pas beaucoup joué à ce moment-là aux États-Unis, il est connu, puisqu'il faut savoir que dès 1910, on a joué du Schoenberg aux États-Unis. En 1915, par exemple, il y a eu à New York, dans la prestigieuse salle de concert de Carnegie Hall, une exécution très importante des Gurlieder de Schoenberg. Très importante parce que les Gurlieder sont une œuvre énorme, avec un orchestre énorme,
Et il se trouve évidemment que quand la création du concerto pour piano et orchestre de Schoenberg va avoir lieu à New York en 1944, on va dire à ce moment-là, je cite un article pourtant rédigé par un éminent spécialiste de la presse quotidienne américaine, que cette œuvre ressemble à une basse-cour perturbée. Donc, si je donne cet exemple, c'est intentionnellement, ça n'est pas pour vous amuser, parce que malheureusement c'est tout sauf drôle, mais c'est aussi pour attirer votre attention sur le fait que cet homme-là va être, comme ces exilés juifs venus d'Europe, il va être dans un décalage total par rapport à la vie, entre guillemets, culturelle des États-Unis. C'est une musique incompréhensible que la sienne. C'est une musique incompréhensible aussi que celle d'un autre exilé qui s'appelle Béla Bartók. On va prendre un exemple très célèbre. Et malgré tout ça, il garde le cap, évidemment, il tient bon, et il va envisager, quand il est aux États-Unis, de terminer, et cela évidemment n'est pas un hasard, il va envisager de terminer son opéra énorme intitulé Moïse et Aaron. Tiens. Moïse et Aaron. Alors, si Schoenberg a fait de la musique, c'est évidemment par fascination pour le son, et par fascination pour les moyens d'organiser le son et de l'assembler, comme les philosophes ou les commentateurs, comme les talmudistes, assemblent des concepts et des idées. Bon. Mais s'il a été accompagné pendant des décennies par l'histoire de Moïse et de son frère Aaron, c'est aussi parce que la théophanie, donc la manifestation de la présence divine au Sinaï, c'est faite par du son. C'est un point, évidemment, essentiel en ce qui concerne, Schoenberg. Et quand on quitte pendant quelques instants Moïse et Aaron, quand on regarde l'ensemble des œuvres de Schoenberg, quand on regarde l'ensemble de son catalogue, de sa production, on voit que c'est un homme qui va innover en mettant au point une technique particulière de chant et de déclamation qui s'appelle le Sprechgesang. En allemand, Sprech vient du verbe sprechen, c'est-à-dire le verbe parler, et Gesang, c'est le chant. Donc Schoenberg met au point une technique de déclamation, de chant, c'est entre les deux, qu'on appelle le Sprechgesang, et il va utiliser cette technique à plusieurs reprises. En particulier avec le piano lunaire, en particulier avec les Gurú-Lieder dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il va l'utiliser aussi avec un de ses chefs-d'œuvre qui s'intitule Un survivant de Varsovie. Et dans cette cantate, écrite en 1946-1947, donc intitulée Un survivant de Varsovie, il y aura du parler-chanter, mais aussi du chant, puisque à la fin de la cantate, un chœur d'homme va chanter le Shema Israël. Mais pour ce qui est du texte parlé, mélangé avec une forme de déclamation proche du chant, il va cette fois-ci ne pas utiliser une langue, il va en utiliser plusieurs. Il va utiliser l'allemand, la langue du peuple que l'on sait. Il va utiliser l'anglais, puisque l'œuvre va être créée aux États-Unis, et évidemment, vous l'avez compris, au moment du Shema Israël, il va utiliser l'hébreu, pas l'ivrit, sens évidemment, l'hébreu biblique. Autre chose dans ces approches, c'est que la méticulosité absolument exceptionnelle avec laquelle il travaille, alors qu'il est encore en Autriche, alors qu'il écrit ses œuvres post-romantiques, les œuvres de sa première période, comme La Nuit transfigurée, dont vous connaissez le texte, bon, alors qu'il
C'est un rabbin de tendance libérale, et ce rabbin est à la fois un vrai rabbin dans l'exercice de sa mission, mais aussi un protecteur de la culture et de la musique, puisque le rabbin Zonderling aura à cœur de commander des œuvres pour les cérémonies synagogales à des compositeurs qui sont installés aux États-Unis, et plus particulièrement à des compositeurs dits ultra-modernes. Tant et si bien que le rabbin Zonderling va commander à Arnold Schoenberg un Kol Nidre, et qu'en 1938 va donc avoir lieu la création de ce Kol Nidre de Schoenberg. Le texte sera élaboré par le rabbin Zonderling et Schoenberg lui-même. Donc ils vont travailler tous les deux à une adaptation du texte du Kol Nidre, donc tel qu'il est dit pendant les grandes fêtes de Tisha. Donc voilà aussi quelque chose de très, très particulier, et l'artiste qui doit dire le texte parlé du Kol Nidre peut être soit un récitant, un acteur, mais aussi un rabbin. Et au moment de la création de l'œuvre en 1938 en Californie, c'est le rabbin Zonderling qui a récité donc cette adaptation du texte du Kol Nidre. Alors ça, évidemment, aussi, c'est très, très, très intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une approche artistique d'un genre particulier, et comment dire, qui est tout à fait nouveau. Et au cours des 2 dernières années de son existence, Schoenberg va, alors qu'il continue à cultiver des idées qui ne sont pas celles d'un mainstream religieux, il va avoir, parmi ses derniers travaux comme compositeur, au travers de son opus 50, il va avoir le besoin absolu, et il le réalisera, de mettre en musique des psaumes. Ces psaumes, vous pouvez les écouter, il existe des versions magnifiques, notamment celle dirigée par Pierre Boulez, qui par ailleurs a enregistré toute l'œuvre de Schoenberg. Et donc, il va écrire trois psaumes. Le premier va être retravaillé par un autre intellectuel venu d'Europe, comme le rabbin Zonderling, par un intellectuel qui s'appelait Dagobert, son prénom était Dagobert Runès. Et Runès va écrire, adapter les Saintes Écritures, et en allemand, un texte qui commence par 3000 Jahre, c'est-à-dire 3 fois 1000 ans. Je t'ai vu, voici 3000 ans au temple de Jérusalem. Donc ça, c'est le premier des psaumes modernes de Schoenberg. Ensuite vient le psaume 130, qui est des prophondis prononcés pour utiliser le terme latin. Et puis le troisième, donc l'opus 50C, puisque là il y a l'opus 50A, et puis l'opus 50B et l'opus 50C. L'opus 50C porte le titre justement de psaume moderne, mais lui, il est resté inachevé. Comme l'opéra Moïse et Aaron est resté inachevé. Donc, évidemment, on peut s'interroger, on peut supputer, en faisant la part des choses, puisque la santé fiscale était excellente, et par voie de conséquence, elle ne pouvait pas produire avec un rythme comparable à celui avec lequel il avait produit quand il avait une trentaine d'années. Je pense que ces exemples et que ces éclairages que j'ai donnés ce soir nous montrent à quel point nous sommes placés face à une figure d'une complexité absolument exceptionnelle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, mais avant que je termine, parce que nous avons eu des petits soucis de projection, je voulais vous lire une partie d'une lettre inédite, entièrement inédite, qui sera publiée l'année prochaine dans le cadre de la publication d'une correspondance entre le fameux Max Deutsch, dont je vous ai parlé, et Arnold Schoenberg. On va publier fin 2025 un ensemble de 30 lettres échangées
d'exégèse, de rédaction des notes avec Amaury Moselle. Et donc, j'ai là une lettre écrite par Schoenberg le 3 janvier 1949, adressée à son élève Max Deutsch, qui à l'époque habitait au quartier latin, il habitait à ce moment-là 63 rue Madame. Toute la correspondance de Schoenberg était dactylographiée, comme vous pouvez le constater des visus de loin. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce personnage tellement méticuleux signait des lettres dans lesquelles il y avait un certain nombre de fautes de frappe. J'ai trouvé 4 termes allemands qui n'étaient pas orthographiés selon le principe de la Rechtschreibung, de l'orthographe allemande. Mais cette lettre, surtout, montre que, après la Deuxième Guerre mondiale, les animosités qui avaient prévalu avant les hostilités étaient toujours vivantes. Schoenberg en voulait un très grand chef d'orchestre, qui était un chef d'orchestre suisse nommé Ernest Ansermet. Ernest Ansermet était le fondateur de l'orchestre de la Suisse romande de Genève, c'était une très très bonne figure, que la figure d'Ansermet. Et il lui en voulait comme, parce qu'il faut toujours relativiser le propos, tous les compositeurs en veulent chef d'orchestre qui ne dirigent pas leurs œuvres. Ça, c'est une constante, c'est lié à la nature humaine. Si on écrit de la musique, c'est également pour qu'elle soit jouée. Bon. Et alors, donc, Schoenberg, comment dire, en voulait beaucoup à Ansermet. Et il reproche dans cette lettre, bon, je vous fais une traduction synthétique, que le petit Ansermet, puisqu'Ansermet était un homme de petite taille, avait tout fait depuis 50 ans à Genève pour que mes œuvres ne puissent pas prendre pied. Donc vous voyez aussi une tristesse, voire aussi une amertume, c'est absolument évident. Et Schoenberg déclare aussi que Ansermet, selon lui, était intervenu auprès de la direction de la radio suisse, en tout cas de ce qu'on appelle aujourd'hui la radio suisse romande, pour empêcher l'enregistrement de plusieurs œuvres de Schoenberg. Et Schoenberg dit que s'il remet le pied en Europe, eh bien, Ansermet risque d'avoir quelques difficultés, puisque Schoenberg était extrêmement vindicatif. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, alors qu'il était marginalisé, à cause du côté apparemment incompréhensible de son langage musical, il lui arrivait de faire interdire par avocat, voire par huissier de justice, l'exécution de certaines de ses œuvres en Europe, parce qu'il considérait que les artistes chargés de ses œuvres n'étaient pas de niveau souhaitable. Donc on voit à quel point cette figure était une figure difficile dans sa grandeur et une figure qui évidemment avait tout à fait conscience de sa valeur. Je vous remercie pour votre très charmante attention pendant ce qui a été, je dis bien, un survol, parce que c'est un sujet colossal, et je serai évidemment heureux de répondre à vos questions, tout comme de dialoguer avec Michael s'il le souhaite. Merci, cher Philippe, pour cette belle communication sur Arnold Schoenberg, une conférence inédite. Et tu nous as lu des extraits d'une lettre également inéditée. Moi, il m'importe, quand je le peux, de programmer toujours des manifestations artistiques, musicales, en tant qu'ancien violoniste. Et l'année prochaine, nous aurons l'occasion d'ailleurs de mettre à l'honneur de la musique, notamment déjà le 16 novembre avec le Festival de musique sacrée qui s'associe à l'Institut Maïmonide pour Chourankowski. Et puis à la fin de la saison, on clôturera, je n'ai pas encore la date, mais ce sera dans un an, avec Françoise Laclin pour un concert de musique judéo-arabe, arabo-andalouse et médiévale occidentale. Alors avant de donner la parole au public, j'aimerais que tu reviennes sur la création du centre Schoenberg en 1998 à Vienne. Tu posais la question tout à l'heure de savoir si c'était une manière de porter réparation par rapport à l'antisémitisme séculier autrichien, hongrois, ou
c'était peut-être une occasion opportuniste pour les autorités. Voilà. Et en filigrane, c'est encore une fois l'absence de pardon de l'Autriche vis-à-vis de cette période. L'Allemagne n'avait pas le choix, mais l'Autriche a toujours dit on était victime, on n'était pas coupable. Et de ce lien de l'Autriche avec ses juifs et de l'antisémitisme. L'Autriche a, au cours de son histoire, et par la cohabitation avec ces juifs, et je parle évidemment déjà de l'époque de la maison de Habsbourg-Lorraine, progressivement pris par une espèce de phénomène d'imprégnation culturelle, une culture du pile-poule. D'un côté, on déplore ce qui s'est passé jadis, on déplore la disparition du judaïsme viennois, entre autres, on déplore la mort et le départ vers d'autres destinations de populations dont les descendants ne veulent pas revenir en Autriche. En même temps, on fait certaines difficultés à des interprètes de premier ordre. Je vous donnerai un exemple, c'est celui d'un grand pianiste qui nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelait Paul Badois-Skoda. Paul venait d'une famille juive autrichienne. Bon, j'étais très lié avec lui, d'ailleurs j'ai traduit en français un de ses livres. Paul me disait que, encore à la fin des années 90, donc période d'ouverture du central de Schönberg, on disait à Vienne, il joue très bien, mais s'il joue dans le monde entier, c'est parce qu'il y a cette présence des juifs qui contrôlent la vie musicale dans le grand centre, l'extérieur à Vienne, etc., etc. Bon, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais c'est une indication. Donc on ne sait pas très bien. D'un côté, on se frappe la poitrine, puis de l'autre, on est dans le flou. Mais évidemment aussi, alors ne croyez pas du cynisme et encore moins de l'exagération de ma part, mais on est aussi dans le domaine du marketing culturel. Si on regarde l'évolution, disons, sur maintenant presque un demi-siècle, on peut mettre des jalons dans l'image culturelle de l'Autriche, en particulier à l'étranger. Vous vous rappelez certainement de l'extraordinaire exposition Vienne, qui a été présentée au Centre Pompidou à la fin des années 1970. Cette exposition a eu un succès international. Celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent au théâtre se souviennent certainement que dans les années 80, donc grosso modo 10 ans plus tard, le public de Paris est absolument ébloui par la révélation d'une pièce d'Arthur Schnitzler, qui en allemand s'intitule Das Weite Land, qui est traduite en français par Terre étrangère. Les représentations de cette pièce ont lieu au Théâtre des Amandiers de Nanterre, dans une mise en scène de Luc Bondy, dont la famille vient aussi du judaïsme viennois. Les principaux protagonistes du spectacle sont Bulogier. Ouais, il y a donc Bulogier et Michel Piccoli. Et à Vienne, à ce moment-là, on s'étonne que les Français s'intéressent à cette pièce qui, pour les Viennois, ne présente pas un intérêt majeur. Bon, en disant que les Français sont curieux, puisque ce Schnitzler était médecin par nature, je me disais un juif comme les autres. Bon, donc tout ça est toujours, comment dire, très ambigu. Après, il y a les commémorations de Gustave Mahler, parce que c'est évident que Mahler est devenu une gloire mondiale de la musique, que tous les grands chefs d'orchestre dignes de ce nom pour les concerts ont des œuvres de Mahler dans leur répertoire, et que par voie de conséquence, on est obligé de faire avec. Alors, à nouveau, peut-être de ma part, une attitude de cynisme, mais tout
ça, ça va dans un ensemble où il y a le tourisme, il y a le ski en hiver, il y a les villégiatures au bord des lacs pendant l'été, et puis il y a évidemment la nécessité de développer une activité culturelle commerciale, en soi il n'y a pas de mal, en attirant des touristes du monde entier, évidemment des mélomanes. C'est une fierté nationale, c'est Schönberg l'Autrichien, Schönberg le juif autrichien. C'est Schönberg le juif autrichien. Alors, nous sommes en 2024, peut-être que dans 30 ans, la vision aura évolué. Bon. Et puis, une fois de plus, il y a aussi du cynisme. Enfin, ne croyez pas qu'on soit animé par une animosité à l'égard de l'Autriche, même si je ne suis pas d'une objectivité absolue à cause de l'histoire de ma famille. Mais on cherche à valoriser tout le patrimoine du pays, ce qui est normal, en particulier pour des raisons économiques, hein, puisqu'on sait que le revenu du tourisme représente quelque chose, oui, mais dans ce petit pays, hein, c'est un pays de 8 millions d'habitants, donc il faut attirer le plus de gens possible. Alors, je vais vous donner une indication aussi, je pense, qui est intéressante. Est-ce que vous avez déjà lu ou entendu que le budget annuel de l'Opéra d'État de Vienne est légèrement supérieur à celui du ministère autrichien des Affaires étrangères? Ça, c'est bien. Oui, mais c'est de la carte de visite. C'est du marketing culturel, c'est de la communication. Et en soi, ça n'est pas condamnable. Et quand on regarde aujourd'hui le travail que fait mon collègue Carole Gruber, qui dirige un institut de valorisation des compositeurs victimes du national-socialisme, institut qui est rattaché à l'université de Vienne, on voit que dans sa programmation, il donne à entendre des œuvres de compositeurs et de quelques compositrices qui ont eu le destin de Schönberg et d'autres, et ces compositrices et ces compositeurs sont quasiment tous oubliés. Alors évidemment, Schönberg a eu la chance de voir ses œuvres après avoir dirigé par des locomotives qui s'appelaient Claudio Abbado, Pierre Boulez, de voir sa musique de piano jouée par une autre locomotive qui est toujours vivante, c'est-à-dire Alfred Brendel. Bon, alors il arrive un moment où on se dit, il faut faire quelque chose. Et puis il y a le poids aussi de l'intelligentsia américaine, d'origine européenne juive, qui s'exerce dans tout cela. Mais enfin, moi je suis très réservé par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a quand même une forme de récupération. Et de toute façon, il y a 2 ans, j'ai eu l'honneur de donner une conférence à l'Institut Schönberg, au Centre Arnold Schönberg de Vienne. J'ai bien vu que dans les questions posées après la conférence comme ce soir, on évitait soigneusement des sujets qui auraient pu provoquer une légère démangeaison. Les peuples sont ce qu'ils sont. Hein. Les Allemands ont fait leur contrition. Aujourd'hui, ils sont à niveau, hélas, vous savez, travailler par des courants très préoccupants, mais le travail de l'Autriche en la matière reste encore à faire. Alors tu sais, tu rencontreras toujours des individus qui sont très bien, notamment dans la jeunesse. Je suis allé il y a quelques années faire un séminaire au musée national d'Auschwitz, et j'ai découvert que le garçon qui est chargé de faire visiter la synagogue dans la ville d'Auschwitz, évidemment, est un jeune Autrichien qui fait un service civil. Hein, il y a toujours le cas des individus, et puis il y a la question des autorités. Et puis là, on frôle le terrain de la diplomatie, et ce n'est jamais facile. Merci. Des questions pour notre orateur? Oui. Justement, pour passer à la remarque de Michael. Et un coup, en fait, justement, je me pose la question par rapport à cette omerta sur Schönberg. Moi, j'ai quand même la conviction que dans toute situation, toute génération, toute époque, il y a des irréductibles qui ne plieront pas les chines, et notamment sur Schönberg. Il est très probable que même si ça reste une minorité, il y avait des collègues, compositeurs, musiciens, autrichiens, qui sans doute étaient irréductibles et reconnaissaient ce génie qui était le sien. Et la question que je me pose, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y avait quelque part une trace, même si indirecte, par rapport à des écrits, des témoignages, des autobiographies,
merci beaucoup parce que cette question est tout à fait passionnante. Donc, le premier volet de votre question, est-ce qu'il y a des témoignages? Il y a quelques témoignages, mais les témoignages dont on dispose sont globalement, à 80% environ, si on fait une approximation, ce sont des témoignages d'artistes qui ont dû fuir l'Autriche et qui partageant la même destinée que Schoenberg, pouvaient parler de lui d'une façon humaine, bien sûr, mais aussi d'une façon technique, c'est-à-dire d'une façon professionnelle. Apporter sa méthode de composition, le présenter comme professeur de composition, voir quelles étaient les grandes œuvres du passé de référence qui étaient les siennes. Bon, c'était essentiellement Bach, Beethoven et Brahms, surtout même Brahms, puisqu'il était un énorme spécialiste de Brahms. Bon, cela existe. Mais vous avez employé le mot d'omerta, à juste titre. Bon, l'omerta a duré très très longtemps et elle a été beaucoup plus intense pour Schoenberg que pour Alban Berg, son élève. J'utilise cette comparaison maintenant pour vous éclairer. L'omerta a été beaucoup plus long, d'abord parce que Schoenberg est parti aux États-Unis. Ensuite, il est resté aux États-Unis puisqu'il ne voulait jamais remettre les pieds en Europe. Il est mort en Californie donc en 1951. Son élève Alban Berg, lui, n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale puisque Alban Berg est mort le 24 décembre 1935 dans un hôpital de Vienne. Par contre, au milieu des années 70, on a vu d'une façon très claire, une question évidemment parfaitement pertinente, on a vu que, alors qu'on aurait pu s'intéresser à Moïse Herbe, en faisant ici et là de grandes exécutions de Moïse Herbe, on s'est intéressé à Alban Berg. C'est au milieu des années 1970 qu'on va décider de compléter l'opéra d'Alban Berg qui s'intitule Loulou. On joue jusqu'au début des années 70 Loulou d'après le texte de Franz Wedekind dans une version en 2 actes, alors qu'on dispose d'esquisses très avancées écrites pour un 3e acte par Alban Berg. Et ceux qui vont être à l'origine de cette réminiscence de Loulou dans une version complète seront Pierre Boulez et Patrice Chéreau, le metteur en scène, puisque la première représentation de Loulou intégrale aura lieu à l'Opéra de Paris sous la direction de Pierre Boulez dans une mise en scène de Patrice Chéreau au milieu des années 70, alors que Rolf Lieberman est le directeur général de l'Opéra de Paris. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement qu'en Autriche, on assiste à un phénomène d'activisme, dans la mesure où la veuve d'Alban Berg, Lene Berg, va en permanence vers les plus hautes autorités de la République d'Autriche pour qu'on complète enfin l'opéra Loulou. Et elle y parvient. Elle y parvient, alors là aussi je suis très ironique, elle y parvient d'abord parce qu'elle est, avec le respect qu'on lui doit à l'époque, une espèce de relique de ce qu'était l'Autriche de l'avant-guerre, premièrement. Ensuite, elle évolue dans un milieu fortement catholique et elle ne s'en cache pas, donc ce qui plaît évidemment aux autorités autrichiennes. Et puis, comme je dis que j'en reviens à ce que j'ai dit il y a quelques instants, quand on dit qu'elle est comme une relique du passé, le bruit court encore à ce moment-là qu'elle aurait été une fille naturelle de l'empereur François-Joseph. Bon. Donc finalement, c'est la vieille Autriche, c'est la vieille Autriche qui va prendre le dessus, une vieille Autriche catholique par la veuve et aussi par la personnalité de Berg, puisque Berg était le fils de commerçant qui tenait un magasin d'articles de piété catholique à une centaine de mètres de la cathédrale de Saint-Étienne de Vienne. Donc, évidemment, je suis dans des approches qui sont très complexes, que j'essaie de rendre le plus fine possible,
qui ne sont pas uniquement musicales, mais il faut, comment dire, il faut en tenir compte, c'est tout à fait clair. Est-ce que vous pouvez maintenant reformuler donc la deuxième partie de votre proposition? Je disais, par rapport à la trace, parler de dictionnaire de musique. Oui, très bien. Est-ce que, à quel moment son nom est marqué? Alors, en ce qui concerne cet aspect, je vais, je vais commencer par utiliser une analogie un peu littéraire. Tout le monde sait le rôle joué à une certaine époque pour l'étude de la littérature française dans les lycées par Emmanuel Lagarde et Michard. Alors, il faut savoir que dans un pays aussi musicien que l'Autriche, et aussi dans un pays aussi musicien que l'Allemagne, il y a eu longtemps, non pas évidemment du Lagarde et Michard, puisque Lagarde et Michard se consacrent à la langue et à la littérature française, mais il y a eu longtemps des dictionnaires de l'histoire de la musique et des ouvrages de présentation de l'histoire de la musique qui ont été rédigés par des experts qui n'étaient pas tout à fait objectifs. Alors moi-même, si on veut bien me donner le titre d'expert, et je l'ai dit tout à l'heure, je sais très bien que comme tout le monde, je ne suis jamais totalement objectif. Mais ce que je vois, c'est que les auteurs des principaux manuels d'histoire de la musique, parus en Autriche et en Allemagne, parce que là, il faut faire le conglomérat, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient des spécialistes qui avaient été formés dans les années 20, 30, et qu'ils avaient été évidemment imprégnés par un enseignement selon lequel la seule musique méritant le plus grand respect était la musique germanique, mais la musique germanique écrite par des compositeurs non juifs. Si je fais une toute petite extrapolation au sujet de cette idée de l'excellence et de la suprématie absolue de la musique germanique, quand on relit certains de ces manuels, on voit une condamnation totale, bien totale, une condamnation de la musique slave. L'exemple de Chopin est abordé très souvent si on traite de ses ouvrages. Chopin est considéré comme un compositeur n'ayant aucun intérêt parce qu'il vient d'un pays qui n'a aucun intérêt. Donc vous avez une extrapolation vers l'identité de la Pologne à partir des œuvres de Chopin qui n'a pas lieu d'être. J'ai dans ma bibliothèque, après les avoir trouvés chez des bouquinistes ou chez des libraires spécialisés, j'ai quelques-uns de ces guides qui ont été publiés dans les années 50, 60, et j'étais très frappé en lisant ces guides, celui qui est plus près des années 60 que des années 50, en découvrant que Schoenberg est encore présenté comme un musicien, je cite, dangereux. On dit qu'il écrit une musique dangereuse, une musique incompréhensible et une musique qui est marquée par l'empreinte d'une tradition incompatible avec celle de la musique germanique. Vous m'avez compris, je n'ai pas besoin de faire d'explication de texte, on voit très bien, comment dire, dans quelle direction cela va. Ça pose évidemment, en faisant une autre extrapolation, la question des élites. Après la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne et en Autriche. Quand Joschka Fischer était ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, il a commandé à une commission d'historiens un ouvrage sur le ministère allemand des Affaires étrangères entre 1933 et 1970, bien 1970. Et quand on lit cet ouvrage, et je vais revenir après à la musique, mais je pense que c'est intéressant de comparer tout ça, quand on lit cet ouvrage, on voit qu'il y a un certain nombre de diplomates, pas tous, mais il y a un certain nombre de diplomates qui n'étaient pas animés par des sentiments démocratiques et que, évidemment, à partir de 1933, tous ces diplomates ont été doublés, je dis bien doublés, par des membres du Parti national-socialiste. C'est-à-dire que de même
Et ça aussi, ça a une incidence parce que cela explique par le jeu des conversations diplomatiques, par le jeu des modalités, par le jeu des cocktails, le déploiement d'une image négative de Schoenberg par les diplomates aux ordres de l'Allemagne nazie à partir de 1933 à l'ambassade allemande de Washington, dans le consulat allemand. Et tout ce dispositif, évidemment, concerne tous les compositeurs dits dégénérés et tous ces malheureux qui se sont enfuis, aux États-Unis. Autrement dit, pour revenir fondamentalement à votre question, l'historiographie musicale telle qu'elle se développe en Autriche, puisque là, nous sommes surtout en Autriche ce soir, à partir du début des années 50, manque totalement d'objectivité. Puis certains, évidemment, ne se vantent pas, ne se vantent plus d'avoir été tellement pour le nazisme à partir de mars 1938, sinon avant. Et puis, en Autriche, il y a une conscience, comme en Allemagne, de la supériorité de la musique, de la supériorité de la musique nationale. Bon. Et comme on veut une musique qui est parfaite, on a le souvenir de l'époque où la musique devait être absolument pure, entre guillemets, de toute influence extérieure. L'exemple, évidemment, qui me vient à l'esprit, c'est la musique d'Anton Bruckner, puisque vous avez beau chercher chez Bruckner, vous n'allez rien trouver qui vienne de l'extérieur. Il n'y a pas de citation, par exemple, dans les œuvres de Bruckner, alors que chez Mahler, il y a une quantité de citations. La musique, de toute façon, de Mahler ne va pas plaire de son vivant, aussi parce qu'elle est, entre guillemets, extrêmement juive. Un malheur qui ne soit pas juif, pour moi, est aussi inconcevable qu'un Freud qui ne serait pas juif. Enfin, de mon point de vue. Bon. Voilà. Et donc, on va, au fur et à mesure des générations, former les étudiantes et les étudiants en musique à cette vision qui va durer bien après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, là aussi, il y a l'omerta. On ne parle pas de tout ça, parce que, voilà. Puis, quand même, il y a des mouvements de fond dans le développement de la société qui font qu'on va finalement parler de ces musiciens, en particulier avec le développement, évidemment, du disque, avec le développement de la télévision, avec les retransmissions de concerts, et puis aussi avec la place internationale, dans la vie musicale internationale, que vont gagner des artistes exceptionnels comme Pierre Boulez. La tristesse de Boulez, il disait, c'est que le rendez-vous qu'il avait eu avec Schoenberg en Californie en 1951 avait été annulé la veille de la date convenue parce qu'il était malade et malheureusement Schoenberg est mort 3 jours plus tard. Ça, c'était la grande tristesse de Schoenberg. De Boulez, pardon. Alors Boulez était très content quand il vous racontait qu'Igor Stravinsky a traversé la rue à New York à la fin de son existence, parce que là, Stravinsky, ça allait très bien, mais Boulez, évidemment, avait besoin dans son palmarès, si je peux l'exprimer ainsi, de parler avec Schoenberg. Alors, bon, il a jamais rencontré à cause de ce que je vais vous expliquer, mais il a été un énorme interprète de la musique de Schoenberg, et donc, il a été un énorme interprète de la musique de Schoenberg, alors qu'il n'était pas autrichien. Et quand il y a eu, au début des années 80, les grandes célébrations du centenaire de Berg et de Weber à Vienne, c'est Boulez qui a dirigé les plus grands concerts de fête, en particulier avec l'ensemble intercontemporain, donc avec un ensemble français. Et comme Boulez a gardé la nationalité française toute sa vie, il n'a pas eu d'autre nationalité, bon, il y a peut-être aussi cette espèce de délectation un peu perverse de voir que d'éminents musiciens non autrichiens viennent là pour essayer de faire un acte de réparation qui est symbolique et qui est très limité. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'acte de réparation. Alors évidemment, je suis très catégorique et très, très subjectif. Voilà. Enfin, voilà ce que je peux vous en dire. Mais vous avez très bien fait de parler du problème de l'historiographie, parce que, évidemment, avant de mêler Isaac, on a maintenant un parallèle avec l'enseignement de l'histoire, de l'enseignement général, il y avait d'autres textes, etc. Et par voie de conséquence, on peut beaucoup parler de ces questions qui sont des questions de transfert culturel, de présentation de l'art, de la culture et de la pensée politique, parce que dans Schoenberg, de toute façon aussi, il y a une pensée politique. Il a été victime de ce que l'on sait, et par voie de conséquence, on ne peut pas
abstraire sa musique, sa personnalité et ses œuvres des souffrances qu'il a vécues. Merci Philippe. On va en rester là, on va te remercier pour cette belle communication. On te dit à très bientôt. Pour l'Institut, nous nous retrouvons dès lundi prochain avec le professeur Daniel Normand ici pour l'histoire du Coran. Vous pourrez retrouver cette conférence dès demain sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et surtout sur le nouveau site internet maïmonide-institut.com devient iumat.fr. Voilà, merci à vous et à tous.